nous vous proposons un voyage au cœur des volcans d'Auvergne, dans le discret département de la Haute-Loire. Un pays fait de paysages vallonnés, où la nature est omniprésente. Notre balade commencera dans le Velay, ses pics rocheux impressionnants, sa forteresse chargée d'histoire et sa spécialité culinaire alléchante. Ah, voilà Gérard. Super ce petit salé aux lentilles. Merci. Alors, je vous sers? Ça me rappelle vraiment le plat de ma grand-mère. Puis, nous vous emmènerons sur le territoire du Mézin et ses randonnées au perché vers des panoramas époustouflants. C'est super beau là, hein? Ah ben là, on est bien, tu vois. On sait pourquoi on est monté. Ouais, exactement, hein? Pour finir, nous vous ferons découvrir le pays de Brioude, avec l'histoire incroyable d'une abbaye sortie de nulle part et une paisible balade au fil de l'Allier. Ces lieux magiques, c'est avec la tendresse de ceux qui les aiment que vous allez les découvrir. Nos premiers pas dans ce dédale de montagnes accueillantes nous mènent au cœur du territoire du Velay. Pour commencer ce voyage, nous vous proposons d'arpenter les ruelles du Puy-en-Velay, capitale historique du département, perché à 700 mètres d'altitude. Jeune architecte aujourd'hui installé à Lyon, l'illustre voisine du Puy, Thomas est né ici, a grandi ici, a étudié ici et s'est marié ici. Très attaché au patrimoine de ses ancêtres et fier de son pays, il va nous en faire découvrir les trésors. Il tient tout d'abord à nous faire grimper vers les deux pics rocheux incontournables de la ville, qui se voient de très loin, le rocher Corneille et sa statue monumentale, et le rocher Saint-Michel d'Aiguille et ses 268 marches, 1, 2, 3. sur lequel il retrouve Gérard, le monsieur Histoire du Puy-en-Velay. Tu récupères un petit peu après cette grimpette. Voilà, On c'est a bien. une super vue là sur Super, la oui. cour de récréation de mon école, Saint-Joseph. Ah ben alors, si je comprends bien, c'est ton retour aux sources. Ouais, Ah ben, ouais, c'est très bien. belle vue. On va regarder un petit paysage, ça va te reposer un petit peu, récupérer ton souffle. Ouais. Tu as une belle vue sur le puits. Donc, cette cuvette était occupée par un volcan il y a 3 millions d'années. Ouais. Et le volcan a complètement disparu. Restent ces deux rochers qui sont issus du volcan. Ouais. Et on a ce rocher en face avec cette vierge qui est du 19e siècle. Sur ce cône volcanique de basalte, on peut admirer la statue Notre-Dame de France, qui domine le Puy-en-Velay de toute sa bienveillance. Un symbole indissociable de la ville. Donc c'est une statue qui a été commandée par l'évêché du Puy. Cette commande ne va pas marcher et donc la souscription va passer au niveau national. Et Napoléon III va donner 213 canons de la bataille de Sébastopol qu'on a gagné en 1855. Et donc, en remerciement, les gens du Puy et l'évêque du Puy vont appeler cette statue Notre-Dame de France. Notre-Dame de France. Et il y a aussi le pensionnat Notre-Dame de France. Voilà aussi, qui a été construit dans la suite de cette statue, à la fin du 19e siècle. Cette statue, elle mesure combien de mètres? Alors elle mesure 22 mètres 70 de haut, et pendant 26 ans, jusqu'en 1886, au moment de l'érection de la Statue de la Liberté à New York, elle sera le personnage métallique le plus grand du monde. Hein. D'accord. Voilà. Les 835 tonnes de cette majestueuse sculpture toisent le non moins remarquable rocher Saint-Michel d'Aiguille et sa chapelle. Le folklore local, facétieux, nomme ce piton volcanique la Fiente de Gargantua. Quant à l'édifice religieux, il est l'œuvre de l'évêque Godescalc, reconnu comme étant le tout premier pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Nous entrons ici dans une architecture assez particulière qui a été imposée par le relief. Nous sommes sur un piton assez pointu et tu vois que le déambulatoire a fait le tour de cette nef qui est du XIIe siècle, le déambulatoire aussi. Et nous avons une nef qui est de forme ovoïde. Les colonnes n'ont pas toutes la même hauteur puisqu'on va aussi, il faut jouer avec le relief qui existe. Puis lorsqu'on rentre dans une église ou dans une chapelle, on fait face à l'autel. On fait face à l'autel. Et on ne peut pas. là. Tu vois que la nef est décalée, elle est désaxée par rapport à l'axe du sanctuaire. Une curiosité architecturale qui, en outre, offre au regard des visiteurs des fresques racontant le cycle des rois mages.
Des œuvres âgées de presque un millénaire, d'une modernité déconcertante par leurs traits et aux couleurs encore vives. L'histoire du Puy-en-Velay est marquée par ces couleurs. Outre les peintures de la chapelle Saint-Michel d'Aiguille, celle des façades de la place du Plot attire les regards vers un des lieux les plus importants de la ville. Un endroit qui marque le départ précis de la Via Podiensis, l'un des 4 chemins qui mènent à Compostelle. Une halte incontournable où il fait bon flâner au beau jour. L'autre couleur de cette cité, c'est la noirceur profonde des pavés volcaniques qui, quelques dizaines de mètres plus loin, tapissent la très abrupte rue des Tables. Eh bien, la rue des Tables, pourquoi elle s'appelle comme ça? Eh bien, tout simplement, il y avait tous les pèlerins qui passaient par là. Et on a tous les bijoutiers, les joailliers, les orfèvres, les marchands de souvenirs qui vont s'installer là et ils vont placer leurs marchandises sur des tréteaux devant leurs magasins, sur des tables. Ces pierres volcaniques ont exhalé à travers les siècles une aura mystique qui a laissé son empreinte sur la ville. Une spiritualité qui, décidément, au Puy-en-Velay, fait dresser la tête. Donc tu vois cette façade qui est toute en polychromie. On a toutes ces pierres volcaniques qui ont différentes couleurs. Ces couleurs sont celles de l'imposante cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation. Un édifice unique au monde par bien des aspects. Du marron, du rouge, du noir. Et puis on a cette roche qui vient des bords de Loire ou de Blavozy qui est un grès et qui est blanche. D'accord. Donc on va utiliser cette alternance de blanc et de pierre sombre pour faire cette polychromie qu'on pense inspirée soit de Byzance par l'église de Ravenne en Italie, soit de l'Espagne mozarabe avec qui on a beaucoup de relations. La cathédrale du Puy est un monument majeur de l'art roman et de l'Occident chrétien, à tel point qu'elle a été érigée en basilique mineure, terme qui désigne des églises à l'architecture singulière. À Notre-Dame de l'Annonciation, c'est aussi la construction en étages qui frappe le visiteur. Pour souligner cette particularité, Gérard a préparé une petite surprise à Thomas. Une entrée par la grande porte qui normalement ne s'ouvre que pour les grandes occasions. Alors dis-moi Gérard, c'est original cette entrée? Eh bien oui, c'est tout à fait, c'est l'entrée qui permettait d'accéder au premier sanctuaire et qui va être maintenu à la construction du sanctuaire du Xe siècle et qui va évoluer et ça va finir par une entrée très originale dans cette église. On arrive par-dessous pour arriver devant l'autel. D'accord. Pour un croyant, c'est très très symbolique. Un peu comme l'escalier pour monter au paradis. Voilà, un petit peu, voilà, un petit peu. Cette cathédrale renferme décidément bien des surprises. Jusqu'à l'objet de la vénération de ses fidèles, une simple Vierge noire en bois, de seulement 70 cm de hauteur, qui déplace les foules depuis des siècles. Donc la Vierge Noire, elle a en quelque sorte permis le développement de la ville. Elle est croisée de tous les chemins. Voilà, il y avait même tellement de monde au Moyen-Âge que certaines personnes s'étouffaient dans les pèlerinages, dans les processions. Voilà. Et donc il a fallu étaler les jubilés de 1 jour jusqu'à 1 semaine parce qu'il y avait trop de monde dans les rues. Quand on regarde Lourdes, par exemple, actuellement, c'était d'une autre dimension. L'histoire du Puy-en-Velay s'articule autour de ces pèlerins et des richesses qu'ils génèrent. Ils ont fait la fortune des évêques du Puy, mais aussi celle des seigneurs alentours, notamment grâce à l'octroi, cette taxe qui pourrait s'apparenter au péage d'aujourd'hui. La famille de Polignac est certainement la lignée qui incarne le mieux ce passé florissant. Pour nous raconter leur histoire, Thomas tient tout d'abord à nous faire découvrir une de leurs anciennes propriétés, un endroit méconnu, seulement fréquenté par les locaux. Le bois des Seigneurs sur la commune de Polignac, voisine du Puy, un domaine dont Hélène, une amie de Thomas, est propriétaire. Alors nous voilà au milieu de ces énormes blocs de rochers que le volcan a crachés lors des éruptions. C'est beau, quel décor! Un décor fait de terrasses et d'escaliers en pierre sèche qu'Hélène tient à laisser ouvert aux promeneurs respectueux. J'avais l'habitude de venir quand j'étais ado et c'est vraiment un lieu magique. Oui. On avait l'impression avec les copains
de s'être trouvé un petit paradis, un petit coin merveilleux. Oui. Au XVIIIe siècle, la petite forêt a été aménagée en bois d'agrément pour que les dames de la bourgeoisie locale puissent se promener dans un cadre enchanteur. Avant cela, l'ambiance était tout autre dans ce bois des seigneurs, particulièrement à la cour de Manson, une cathédrale de verdure gardée par une vertigineuse falaise. S'asseoir quelques instants sur, Oui. sur les marches. Oui, je vais t'expliquer l'étymologie du mot mentio, Ah oui. qui vient du bas latin, rendre la justice. Donc les Polignacs ont pris la suite des tribunaux itinérants romains qui venaient rendre justice quand ils se déplaçaient. Et nous avons comme le seul témoignage que l'on ait dans ce bois qui nous raconte qu'ici, il y a eu l'exécution par le bûcher d'un homme qui avait commis un viol. D'accord. Et la sentence était rendue... La sentence était rendue sur place et lui parle de vraiment l'exécution. Ah oui. Donc initialement, c'était pas un bois d'agrément. Initialement, non, c'était un lieu sévère où il se passait des choses très graves. Très grave ici. Les seigneurs de Polignac, c'est une dynastie implantée dans la région depuis le XIe siècle. Une famille subsistante de la noblesse française, dont une des branches a accédé au trône de Monaco en 1949, sous le nom de Grimaldi. Thomas nous emmène dans leur bastion, la forteresse de Polignac. Une place forte, aujourd'hui gardée par Nicolas, régisseur du château, qui a toujours de quoi s'occuper dans son petit atelier. Ah mais t'es là. Je cherchais partout. Salut. Nicolas. Ça va Thomas? Très bien et toi? Ça va, ça va. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'étais en train de faire un petit peu de forge, mais voilà. C'est pas mon activité principale. Qu'est-ce que tu fais alors? Et en fait, dans le cadre d'une association, je m'occupe de la forteresse de Polignac. Et le but, en fait, c'est qu'à la sortie, ça profite au plus grand nombre. Et puis, c'est un petit peu un lieu de vie pour les habitants du village. C'est leur château aussi. Ouais, c'est super. Moi, je connais pas la forteresse. Il va falloir que tu me fasses visiter un peu tout ça. Eh ben, écoute, je vais te présenter mon bureau géant dans lequel je travaille depuis près de 15 ans. Le bureau géant de Nicolas, c'est une grande pelouse de 3 hectares qui tend les bras aux visiteurs, parsemée de vestiges qui témoignent de l'histoire du lieu. On est sur un site qui est plus que millénaire, puisqu'en fait, dès les années 930, tu avais des bâtiments en bois ici. Et finalement, petit à petit, une famille va s'installer au XIe siècle, la famille de Polignac. Et elle va devenir vraiment l'une des plus grandes familles de cette région. C'est un peu le pouvoir concurrent de l'évêque du Puy-en-Velay. Ils vont occuper de très hautes fonctions ici. Et petit à petit, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est occuper de très hautes fonctions aux côtés des rois de France. Donc à partir du XVIIe, essayer de vivre dans la cour des rois de France. Ils vont y parvenir. Et on avait une dame ici très importante qui s'appelait Yolande de Polastron, duchesse de Polignac et favorite de Marie-Antoinette. Donc c'était des très hautes fonctions pour les Polignac, mais malheureusement pour eux, eh bien, il y a la révolution derrière, on veut sa tête à cette dame. Il a fallu qu'elle parte en exil à cause de cette révolution. La forteresse a été confisquée et finalement a servi de carrière de pierre pour les habitants des alentours. Ce qui explique en grande partie pourquoi maintenant nous avons des bâtiments qui ne sont plus que des vestiges. La forteresse n'a pas conservé toutes les pierres des édifices originaux, mais elle a su en garder les éléments les plus importants afin d'entretenir son histoire. Tu vois, c'est depuis. Quand on va être à l'intérieur du donjon, je vais avoir une très belle histoire à te raconter par rapport à ça. Ok, bah allons-y. Sous ces puits se cachaient 2 salles souterraines reliées par des petits tunnels. L'ensemble était recouvert par un temple dédié au dieu Apollon et constituait un système d'oracles destiné à abuser les pèlerins qui venaient ici poser des questions aux dieux qu'ils vénéraient. Dans le donjon subsiste un symbole de cette installation complexe. Pour l'expliquer simplement, on peut comparer ça à du téléphone arabe, comme on pourrait faire maintenant. C'est-à-dire que tu avais un prêtre qui attendait tout en bas au niveau du village actuel, on est 60 mètres au-dessus, donc le chemin était périlleux. Et son but à lui, c'était de te faire poser une offrande et de comprendre quelle question tu veux poser à Apollon. Et lui connaissait parfaitement un souterrain dissimulé qui permettait d'accéder au fond du puits de 83,50 mètres. Ça faisait un immense porte-voix. Il n'avait plus qu'à crier la question, qui remontait par ce conduit. Un autre prêtre qui se trouvait en haut du puits n'avait plus qu'à écouter la question, aller la dire à celui qui était caché dans la salle souterraine.
Le pèlerin arrivait complètement exténué, mais ça ne suffit pas pour faire son petit effet. Il leur faut quelque chose de gigantesque. Et donc justement, c'est ce masque que tu avais ici. Il était posé devant l'ouverture de ce puits. Et là, le pèlerin arrivait, il s'apprêtait à poser sa question. Et chose extraordinaire, tu te doutes bien ce qui se passait à ce moment-là. Il avait sa réponse. Évidemment, et avant même qu'on ait eu le temps de poser la question. Et on nous dit que les pèlerins venaient du monde entier pour poser des questions. Et même un empereur romain serait venu ici pour poser des questions à Apollon. Et l'empereur qui est venu, c'est l'empereur Claude. Et justement, on ne sait pas du tout la question qu'il a pu poser, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se serait fait avoir. Okay. Nul besoin de cet oracle pour découvrir à présent la spécialité culinaire du pays, tant chacun en Haute-Loire connaît les incontournables lentilles du Puy. Une dégustation que Thomas ne pouvait pas manquer. Il nous emmène à Montuscla, dans l'auberge de Gérard, qui propose un fameux petit salé aux lentilles à ses clients. Jean-François produit cette lentille qui fut en 1996 le premier légume sec en France à obtenir l'AOC. Côté popote, c'est Gérard le spécialiste. On va mettre d'abord la viande, parce qu'elle est très longue à cuire, autour de 2h30. Alors ensuite, on va mettre les petits légumes, mais qui sont assez simples. C'est des oignons, un petit peu de clou girofle, un bouquet garni et carottes. Voilà. Et ça, on va le mettre à peu près 3/4 d'heure avant la fin de la cuisson. Et les 20-25 dernières minutes, on rajoutera les lentilles. Et après, on peut laisser mijoter le temps qu'il faut, le temps que tout le monde soit autour de la table. Riches en protéines végétales, les lentilles de Jean-François poussent dans une zone bien spécifique qui lui confère des propriétés uniques. L'ensemble de la zone d'appellation est entouré de montagnes, donc les monts de la Margeride, les monts du Cantal et les monts du Vivarais permettent aux perturbations de s'écraser contre ces montagnes. Et l'été, ces perturbations n'arrivent pas jusque chez nous. Le climat devient alors localement très sec, ce qui dessèche la graine juste avant qu'elle arrive à maturité. Et c'est ce qui lui confère ses qualités, à savoir une peau extrêmement fine, une amande moins farineuse. Certains fins gourmets leur trouvent un goût de noisette, d'autres un goût de châtaigne. Donc c'est vrai qu'elle est différente des autres lentilles. Depuis combien de temps la lentille est cultivée en Haute-Loire? Ou bien elle est cultivée depuis la nuit des temps, puisque cette lentille elle a été découverte dans des poteries gallo-romaines dans le secteur de Saint-Paulien. Oui. Il y a de ça donc plus de 2000 ans. Qui était la capitale du Velay. Qui était à l'époque la capitale du Velay. Ouais. En Haute-Loire, on appelle les lentilles le caviar du pauvre. Ah, voilà. Super ce petit salé aux lentilles. Merci. Alors, je vous sers. Allez. Ouais. On comprend mieux qu'ils réjouissent autant les locaux. C'est un super bon parfum. Excellent. On sent bien le bouquet garni. Et la viande est parfumée aussi. Ça me rappelle vraiment le plat de ma grand-mère. Félicitations Gérard. Merci. Après 2 heures de cuisson quand même, ouais. On avait faim. Hein. Eh ben oui, ça se mérite un peu quand même. Hein. Il faut le temps, il faut le temps. Ouais. Voilà. Les terres de Haute-Loire fournissent de bons produits, mais également de superbes paysages. Notamment dans le pays du Mézin. Un territoire sauvage au cœur des anciens volcans, respecté avec force par les hommes et les femmes qui s'y épanouissent. François est né au pied de ces montagnes, dans le petit village de Fresnay-la-Tour, qui ne compte qu'une centaine d'habitants. Fils et petit-fils d'agriculteurs, il a grandi sur cette terre vallonnée qui fait de lui un montagnard dans l'âme. Ce n'est pas un hasard si c'est au mont Mézin, le point culminant de la Haute-Loire, qu'il nous emmène en premier. Il a rendez-vous au pied du mont, à la croix de Pécata, avec Anne Gaël, ancienne accompagnatrice de montagne, aujourd'hui productrice de fromage de chèvre. Qu'est-ce que tu cueilles? Je cueille du millepertuis. Tu vois, il en reste encore un petit peu, alors il est un petit peu fané. Et donc le millepertuis, ça sert à traiter les symptômes de stress et d'anxiété. Mais c'est vrai qu'on n'est pas stressé par ici. On n'est pas stressé, on est cool. Dis-moi, tu connais la croix de Pécata ici? Je la connais bien pour voir ce qu'il y a à côté. Ah bah oui, il y a les pistes de ski de fond qui passent là. Mais est-ce que tu connais la légende? Non, tu vas me l'apprendre. Je vais t'expliquer ça. Alors la croix de Pécata, la croix des petits péchés en latin.
On raconte qu'au village des Estables, il y avait un curé qui avait l'habitude de recevoir les confessions des couples adultères au village. Ah d'accord. Et leur donner une pénitence. La pénitence, c'était de partir entre la croix de Pécata ici et la croix du Mézin, qui se trouve au sommet du Mézin, à 250 mètres plus haut. C'est excellent ça, une pénitence sportive. Une pénitence sportive, un mini pèlerinage. Et la légende veut que parfois les hommes et les femmes d'un même couple se croisent sur le chemin. Point de chemin de pénitence pour nos guides du jour, qui entament la première partie de leur ascension à travers une charmante forêt d'épicéas. Bon, on va pas tarder à apercevoir le sommet là. Là on arrive tout doucement, oui. Ouais. Là tu vois, on arrive sur la partie découverte du mont Mézin. Ouais. Et le mont Mézin, c'est un volcan vieux de 7 millions d'années. Ah, d'accord, donc c'est pas tout récent, oui. Pas tout récent. Ce qu'on appelle les volcans à lave pâteuse. Et tu vois, ici on trouve de la phonolite. Ben, par exemple, là, la phonolite, c'est cette pierre-là. Ça donne un son de cloche. Exactement, c'est ça. Phono, ça veut dire le son. Lithos, la pierre. Et quand on tape les deux pierres l'une contre l'autre, eh ben, on a bien ce bruit-là sonore, tu vois. Ici, on s'en servait parfois pour faire les cloches. Qui est assez joli. Exactement. Ces phonolithes proviennent de grandes coulées de lave qui, sous l'action du gel et du dégel, ont explosé pour donner des roches volcaniques grises que l'on appelle des kyés. Un spectacle lunaire que l'on peut admirer juste avant l'arrivée au sommet du mont Mézin. Et là on sera à combien d'altitude? Alors à la croix, on sera à 1749 mètres, précisément. Oh, regarde-moi ça. C'est super beau là, hein? Ah ben là, on est bien, tu vois. On sait pourquoi on est monté. Ouais, exactement, hein. Qu'est-ce que c'est joli. Ici, on est sur la ligne de partage des eaux. La ligne de partage des eaux, exactement. La ligne de partage des eaux avec cette fameuse goutte d'eau qui va aller... Un côté Méditerranée et l'autre Atlantique. Exactement. Si je verse une goutte d'eau côté Méditerranée, eh ben, de ce côté-là, elle va parcourir 150 km pour rejoindre la mer Méditerranée. Donc on a une pente très abrupte et ça se retrouve sur le relief. On trouve des sommets très, très pentus, des cascades, des torrents. Et puis de l'autre côté, là, juste ici, je verse ma goutte d'eau. Elle va aller direction l'océan Atlantique, 1000 km. Donc on passe de cette altitude-là à 0 pour l'océan Atlantique. Donc on a une pente beaucoup plus douce, d'où ces hauts plateaux ici autour. Fiers de leur paysage, nos deux grimpeurs le sont tout autant de leurs produits. Lorsque vient l'heure du pique-nique, ils dégainent le fromage local. Et voilà une bonne part de fromage aux artisous. Quand on sait que les artisous se multiplient à une vitesse folle, pas étonnant qu'en quelques jours, on retrouve toute la surface du fromage recouverte d'artisous. La tome aux artisous, affiné par des millions d'acariens, est un fromage qui a tendance à bouger tout seul. Vrai fromage aux artisous. Et tu sens tout le pays qu'il y a derrière, et tout le savoir-faire. Exactement, on retrouve le parfum de nos prairies. Et ça, tu vois, à n'importe quelle époque de l'année, on sent toujours ce même goût. Et à n'importe quelle heure, on le déguste. Et à n'importe quelle heure, surtout. Un peu plus bas, en bordure des hauts plateaux du Mézin, les artisous laissent place aux cloissous. Ces toits de chaume faits de paille de seigle que l'on trouve en nombre dans le petit village de Moudère. Un décor qui donne aux promeneurs l'impression d'évoluer dans un conte de Grimm. À la ferme des frères Pérel, ouverte aux visiteurs, c'est Béatrice, une fille du pays, qui va nous expliquer l'importance du seigle pour les anciens du coin. Et je vais te demander un petit coup de main. J'ai compris. Pas. Je vais prendre la grande faucheuse. Ouais. Attention. Attends, me coupe pas les mains. Hein. Hop. Allez, c'est bon pour toi. Hop. Voilà. Impeccable. Bon, et ben voilà. Le cloissou est là. Le cloissou est là. On va pouvoir faire le toit. Alors, tu sais pourquoi ils prenaient de la paille de seigle pour faire les Plus résistante. Alors, alors déjà, c'est une paille qui pousse à 1200 mètres d'altitude. Donc elle est longue, elle est imperméable.
Donc elle est lisse, l'eau va ruisseler dessus. Tu vois, la neige va pouvoir s'écouler. Et puis tu vois, elle est creuse. Tout ça, ça affronte un peu le temps de ce pays. Oui, et puis donc elle est légère et elle est isolante, l'air isole. Oui. Donc tout ça fait qu'elle avait quand même plein de qualités pour pouvoir faire le toit de chaume. Et puis le toit de chaume, et puis aussi on s'en servait pour l'alimentation, tout ce qui est farine. Et oui, en effet, il se servait du grain aussi pour faire la farine de seigle. Qu'on battait au fléau. Qu'on battait au fléau, sur l'aire de battage. C'était assez marrant de voir d'ailleurs, c'était bien souvent les femmes qui tapaient tous au fléau. Ouais, ils faisaient ça en cadence, oui, c'était une sacrée danse. Et il y a encore quelques artisans qui le font. Plus toi. Alors je ne sais pas si la toiture va durer aussi longtemps. Hein, une toiture, tu sais combien de temps ça dure? Une trentaine d'années. Ouais, c'est ça. 25, 30 ans, en fonction des intempéries, s'il y a beaucoup de neige ou pas. Eux, avant, ils faisaient un 25e chaque année. Ils en refaisaient un petit peu chaque année avec la récolte de la saison. Ces chaumes de seigle si charmantes de nos jours étaient autrefois les toits des pauvres, souvent utilisés pour couvrir les fermes au confort rustique. La vie à Moudère était particulièrement rude, tant le hameau était isolé. Dans ce contexte, la vie de ces petits villages de Haute-Loire s'articulait autour d'un personnage central, indispensable à la communauté, les Béates. Celle de Moudère habitait l'emblématique maison aux volets roses, que l'on appelle encore aujourd'hui l'Assemblée. Et bien, les Béates, en fait, elles donnaient l'instruction dans les villages. Comme il n'y avait pas forcément d'école, et bien c'était elles qui donnaient l'instruction, qui apprenaient à faire le catéchisme, qui apprenaient à faire la dentelle. Et elles étaient formées au Puy-en-Velay par une dame qui s'appelait Anne-Marie Martel, dans les années 1650-1670. Et voilà, les Béates, en fait, elles avaient pour but de se dévouer aux habitants. En contrepartie, les habitants, ils lui construisaient sa maison, ils lui faisaient son potager. C'était des figures locales. C'était des femmes fortes. Ouais, c'était des femmes fortes. Et en tout cas, ces femmes, elles ont été très présentes dans ces villages et jusque dans les années 50-60, les dernières Béates. Ah oui. C'était la génération de mes grands-parents en fait. Oui, même je pense que tes parents les ont connues, en ont connu certaines, les dernières. Et ce qui est particulier, c'est vraiment spécifique à ce milieu rural ici, à cette partie de la Haute-Loire. Ça se faisait nulle part ailleurs. Ainsi, la campagne de Haute-Loire continuait à vivre grâce à ces Béates. Ces terres, autrefois enclavées, ont connu l'ouverture au début du siècle dernier. Grâce au tourisme et aux stations de sport d'hiver, mais surtout suite aux politiques de développement des réseaux ferroviaires. Témoin de cette époque, le Velay Express siffle encore bien fort sa présence dans la campagne du plateau du Velay. Eh bien tu vois Hubert, c'est la première fois que je le prends et c'est quand même assez magique. Hein. Ah ben oui, hein. Pourtant il roule depuis 1902. Hein. Et oui, mais j'étais pas né. Ah ben voilà. Hubert est chef de train sur le Velay Express. Mais alors toi Hubert, comment ça se fait que tu sois finalement tombé dans le train? Ah, c'est une longue histoire, ça remonte à l'enfance. Moi j'ai toujours aimé les trains depuis que je suis tout petit. Mes parents me disaient que dès que j'avais 4 ans, quand je voyais un train, j'étais pratiquement en transe. Je suis un passionné du train, mais aussi de ce train, parce que je trouve qu'il est particulièrement intégré dans la région. Regardez comme la vue est belle. Le Velay Express traverse des paysages de montagne perchés à plus de 1000 mètres d'altitude, pour le plus grand plaisir des voyageurs qui peuvent prendre place à bord chaque dimanche de mai à décembre. Il fait également halte dans plusieurs villages, parfois pour faire le plein d'eau, car le petit train d'Hubert est un des rares trains à vapeur encore en exercice. Alors le principe de la machine à vapeur, c'est très simple. Il ressemble un peu à celui de la cocotte minute, avec une pression qui est extrêmement importante sur la chaudière. Donc alors la chaudière chauffe, ça provoque de la vapeur par des conduits est entraînée vers les pistons, ce qui permet ensuite à la roue de tourner. Eh bien, je me coucherai moins bête ce soir, tu vois. Ah voilà, mais c'est comme ça que ça marche une machine à vapeur. Le Velay Express traîne avec lui l'histoire des villages qu'il traverse, notamment celle de Chambon-sur-Lignon, haut lieu de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale.
Alors là, du coup, on arrive au Chambon. Alors, il faut partir de l'idée centrale que le Chambon-sur-Lignon est en terre protestante. Une terre qui avait beaucoup souffert, notamment pendant les guerres de religion. D'accord. Et qui a toujours été ensuite ouverte aux personnes qui étaient dans le besoin de se réfugier. C'est ainsi que, après la guerre de 70, des Alsaciens sont venus se réfugier ici. Il y a eu ensuite, pendant la guerre d'Espagne, des Espagnols qui sont venus ici et qui ont été hébergés. C'était vraiment une terre d'accueil. C'était une terre d'accueil. Et alors, pendant la dernière guerre mondiale, tout naturellement, les pasteurs du Chambon-sur-Lignon ont incité la population à héberger notamment des enfants juifs. Des enfants qui arrivaient sur place avec le petit train d'Hubert, aujourd'hui classé monument historique. Ils étaient hébergés soit dans des anciennes pensions de famille, soit dans des fermes où ils étaient cachés. D'accord. Et puis, par une filière, ils recevaient des faux papiers, ils reprenaient le train et ils étaient exfiltrés en Suisse. Et on parle quand même d'environ 3000 enfants qui auraient pu être sauvés ainsi Ici. au Chambon-sur-Lignon. Les habitants du Chambon-sur-Lignon et des alentours du Chambon-sur-Lignon ont toujours considéré qu'ils n'avaient fait que leur devoir. C'est ça. Ils n'ont jamais voulu se vanter de cette opération. Et finalement, c'est l'État d'Israël qui a accordé à tout le territoire autour du Chambon-sur-Lignon, au plateau du Haut-Lignon, le statut de terre des justes parmi les justes. Il n'y a que 2 territoires qui bénéficient de ce statut dans le monde. Le second étant le village néerlandais de Nieuwlande. Ce voyage dans le temps à bord du Velay Express prend fin pour François. Allez François. Allez Hubert, à la prochaine. À bientôt, tu seras toujours le bienvenu sur le Velay Express. Je te remercie. Ciao. Salut. Un terminus qui marque notre départ vers d'autres aventures. Car notre balade en Haute-Loire continue, toujours en altitude, à l'ouest du département, en pays brivadois. Un territoire secret, loin des sentiers battus, qui dissimule ses atouts. Agnès a toujours vécu ici. Artiste plasticienne, elle s'applique à peindre les paysages et les villages qui composent son quotidien. Celui qu'elle va nous présenter raconte son histoire à travers un ensemble de bâtiments qui n'auraient jamais dû voir le jour dans un endroit aussi reculé. La Chaise-Dieu, une abbaye considérée comme une exception dans le bâti médiéval. Un lieu que va nous faire découvrir Xavier, chargé de mettre en valeur le patrimoine local. Est-ce que tu es déjà venu ici à la Chaise-Dieu? Alors ça fait un petit moment que je ne suis pas venue. Je suis venue en balade familiale il y a quelques années. Tu veux savoir un peu comment tout est commencé? Bien ici? sûr. Eh bien, c'est en 1043 que ça a commencé. Il n'y a rien, du tout. Et il y a un type qui habite à Brioude, qui est un chanoine, qui décide de venir s'isoler ici. Alors, il prend 2 compagnons sous le bras et c'est le départ d'une petite communauté. Ils vont donner un nom ici à l'endroit, Casa Dei, Maison de Dieu, en latin. C'est le départ de la grande aventure casadéenne. En moins d'un siècle, la congrégation va se développer de manière spectaculaire, jusqu'à compter 300 moines dans cette abbaye de la Chaise-Dieu. Au XIVe siècle, l'un d'entre eux, venu de Corrèze, va faire basculer le destin du village, pourtant déjà en plein essor. Un certain Pierre Rogier de Beaufort, qui par sa vivacité d'esprit, va très vite grimper les échelons de la hiérarchie catholique, jusqu'à devenir archevêque de Rouen, puis cardinal et conseiller du roi Philippe VI. Alors, bien évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Une fois qu'il était cardinal, le pape de l'époque, Benoît XII, est mort. Une élection arrive et contre toute attente, on désigne Pierre Roger à l'unanimité pour succéder au pape défunt. Il devient donc pape sous le nom de Clément VI. Et pourquoi est-ce qu'il est revenu ici? Alors en fait, c'est pas tant qu'il est revenu ici, c'est surtout qu'il s'est rappelé qu'il était arrivé ici à l'âge de 10 ans. Donc il ordonne de raser la première église et de reconstruire celle qu'on a juste ici. Sa gratitude n'aura d'égal que la démesure de l'édifice qu'il va offrir à ceux qui l'ont recueilli étant jeune. En entrant dans l'abbatiale Saint-Robert, on peut s'en rendre compte dès les premiers pas. C'est assez impressionnant quand on arrive. On se sent toute petite ici. Oui, alors ce qui fait cette impression, je pense que c'est parce qu'on a une hauteur qui est égale partout. En fait, c'est comme une halle. On appelle ça des églises halles.
Clément VI a voulu ce type d'architecture ici, à la Chaise-Dieu. Donc là, tout autour, on a quoi? On a des stalles. Elles sont actuellement au nombre de 144 et ça permettait aux moines de venir prendre place ici pendant les temps de prière. Les décors sont vraiment fins, on voit des petits motifs sous chaque... Oui, à la retombée de ces petites colonnes qu'on appelle des culs de lampe, on a des petits motifs sculptés qui nous montrent une alternance entre les vices et les vertus. Je te l'accorde, ça faisait beaucoup, ça ne devait pas rigoler tous les jours. Notamment Elles pour sont les toutes vices. différentes. Elles sont toutes différentes, oui, tout à fait. À quelques mètres de là, une autre œuvre pointe du doigt les vices de chacun ici-bas. Une fresque du XVe siècle, quelque peu mystérieuse. Car nul n'en connaît l'auteur, et personne ne sait pourquoi elle reste inachevée. Alors, nous arrivons ici devant la célèbre danse macabre de la Chaise-Dieu. Alors, t'entends quoi par danse macabre? C'est quoi? Alors, une danse macabre, tu vois, ce sont des personnages qui sont bien vivants, qui sont habillés et qui sont entraînés par des personnages qui symbolisent la mort et qu'on appelle des transis. Ce sont en fait des squelettes qui ont encore la peau sur les os. Et pourquoi macabre? Parce qu'ils sont entraînés inéluctablement vers leur propre déchéance, vers leur propre mort. Chacun va essayer de s'en sortir comme il peut. Tu vois, par exemple, le marchand ici, il va essayer d'échapper à la mort en se servant de son argent. Il va essayer de soudoyer la mort, mais c'est pas possible. Et la mort va lui faire comprendre que son argent lui servira strictement à rien. Une leçon d'humilité qui trouve un écho dans l'ancienne chapelle de l'abbaye, avec une tapisserie comme il en existe peu au monde. Un ensemble de 14 tentures datant du XVIe siècle qui raconte la vie du Christ. La Chaise-Dieu, décidément un bijou de l'art gothique, dans une région sauvage et préservée qui cache d'autres trésors. Naturel cela. Comme dans les gorges de l'Allier, un canyon aux multiples lacets sculptés par la rivière, souvent dominé par de grands ensembles de roches basaltiques. Des falaises souvent impressionnantes, produit des coulées volcaniques qui se sont déversées dans ce coin de France il y a des millions d'années. Pour nous guider au fil de l'Allier, Marilyn, une amie d'Agnès, va nous raconter sa passion pour l'histoire de ces lieux. Salut Agnès! Salut Marilyn! Ça va et Moi, toi? je viens d'arriver. Ouais, super! Je te donne ça? Ah ouais, d'entrée là, on y faut va! pas qu'on commence. Je t'ai pas donné rendez-vous ici par hasard, comme tu peux t'en douter. Bien sûr. On va pouvoir découvrir une partie de l'histoire du territoire au travers de ces monuments, avec en premier cette chapelle Sainte-Marie-des-Chazes. Donc on a un petit lieu comme ça bien sympa, au milieu de la nature. Un lieu connu un petit peu de tous ici. C'est le lieu emblématique effectivement de la vallée. Et puis c'est vraiment lié à l'histoire, à l'essor bien de ces communautés monastiques qui vont faire que on va toutes ces séries de villages qui vont se construire, qu'on connaît aujourd'hui, qu'on va traverser, ça fait partie de cette histoire du territoire. Elle sort de nulle part, cette chapelle? Son histoire, ça reste un peu mystérieux. C'est vraiment un truc qui date milieu du XIIe siècle. Mais voilà, c'est une volonté aussi d'être un peu hors du temps. D'accord, isolé. Cette chapelle mystérieuse, fortement endommagée au début du XXe siècle puis restaurée, Agnès et Marilyn ne s'y aventureront pas. Elles doivent continuer leur exploration et se laisser glisser au gré du courant vers les lieux qui racontent les gorges de l'Allier. Un passé qui tranche parfois avec la tranquillité de la rivière, comme au village perché de Chanteuge, où résonne encore, entre les murs de son prieuré, la sombre histoire des moines rouges. En 1130, ils ont eu un seigneur, Itier de Mandulf, qui a pris possession des lieux et qui a fait rentrer vraiment les moines rouges dans justement la légende, puisqu'on dit qu'ils partaient accompagner Itier de Mandulf pour rapiner, piller. Ça fait partie un peu de l'histoire des moines lieux. rouges, pourquoi tu appelles Tout simplement parce que du coup, c'était des moines qui étaient devenus plutôt sanguinaires. Et ça a duré quand même 7 ans, donc Itier de Mandulf. Et il a été chassé par l'abbé de la Chaise-Dieu. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a la quiétude, on ne va pas se faire attaquer, on est tranquille. En dehors de cet épisode regrettable, l'existence sur les rives de l'Allier se fait relativement délectable depuis des siècles. Une douceur de vivre, inspirée par des paysages à couper le souffle, comme aux méandres de la voûte Chillac, qui forme une boucle parfaite. Ou encore
dans le village voisin de Chillac, où accostent nos deux exploratrices. On arrive dans Chillac. Effectivement. Beaucoup de maisons en pierre ici. Hein. Bah oui, regarde, il suffit de regarder là. Et ici, c'est surtout un univers très minéral, donc forcément, traditionnellement, ils vont construire en pierre. Chillac, c'est un bourg de vignerons posé sur la dernière coulée de lave de la chaîne du Devès en Auvergne. Si la culture du raisin a été possible ici, c'est grâce à une particularité étonnante. Cette petite cité de caractère bénéficie d'un microclimat méditerranéen. Alors comment elle s'appelle cette rue, Marie? C'est la rue des Vignerons. Et comme tu le vois, on a quelques vestiges de cet habitat traditionnel. Donc on avait la partie basse qui était surtout réservée au cuvage, à la vinification, donc à la fabrication du vin. Tu pouvais rentrer les tonneaux, y travailler, il y a un ancien pressoir aussi. Donc là, la partie de fabrication. Et puis après, ici, voilà, tu avais l'escalier et on accédait au niveau d'habitation qui était situé juste au-dessus. Toujours un escalier à l'extérieur, en fait, pas à toujours à l'intérieur. l'extérieur, pas à l'intérieur. Et en fait, quand tu observes dans le village, tu en as partout. D'accord. Et là, je vois du coup la vigne. C'est chouette. Il y a quelques vestiges comme ça. Il y a quelques vestiges comme ça. Et alors... se mange, ce raisin? Oui, tu peux y aller, vas-y, tu risques pas grand-chose. Et ce raisin-là, donc, c'est tu as quelques pieds comme ça dans le village. Et à l'origine, tout le territoire, tout le secteur était recouvert. Et puis, à la fin du 19e, arrive le phylloxéra. On a été une des dernières régions touchées par le phylloxéra. Et forcément, malheureusement, la production, elle s'est arrêtée assez rapidement. Il ne subsiste plus rien là. Il ne subsiste plus rien. Le phylloxéra, ce petit puceron venu d'Amérique du Nord, ravagera une grande partie des vignobles français à la fin du 19e siècle. Mais la réputation de la ville n'est pas due uniquement à son activité viticole. Elle possède également une assise géologique surprenante. Tu vas m'emmener dans un site là, je pense que tu vas avoir une belle surprise. Sans blague. Regarde ce que je te propose. Ah, magnifique. On commence vraiment à voir le... Donc là, on voit, voilà, tu as le bourg de Chillac, la coulée, et puis ce qui est très surprenant en fait avec cette coulée sont les orgues qui sont vraiment, on a l'impression que ça a été façonné par l'humain et c'est lié en fait au refroidissement de la lave. Et puis ces orgues, ils les ont baptisés comme ça parce que ça rappelle en fait le tuyau des orgues dans les églises. Donc c'est resté comme ça, mais c'est vraiment un élément qui est naturel. Dans cette lave figée, des fouilles ont révélé des fossiles de mastodontes, des squelettes de mammouths ou de tigres aux dents de sabre. Des découvertes qui attestent qu'il y a 2 millions d'années, des températures tropicales régnaient sur la région. En remontant le cours de l'Allier, notre balade nous mène sur les rives de la Voireuse, à Blel, dans les ruelles du village d'Aurore. Une cité médiévale au charme indolent, jalonnée de nombreux petits ponts. Ici, tout est calme et volupté. Les venelles étroites du bourg sont une invitation à découvrir un bâti d'exception. C'est quoi la particularité des maisons de Blel ? À Blel, on trouve deux types de maisons. Les maisons à pans de bois, donc à colombage, les artisans, et les maisons en pierre, des riches propriétaires, des riches familles. D'accord, et les riches familles, du coup, qui étaient seigneuriales ou... Bien, on n'est pas loin, puisqu'en fait, ces familles, c'était des familles de l'ancienne noblesse française. Et par exemple, à Blel, alors ça interpelle un petit peu, mais Blel a donné beaucoup d'officiers de la marine royale. Une curiosité qui semble être uniquement le fruit du hasard. Blel, si loin des côtes, aurait tout simplement attiré de grandes familles dont la vocation était de faire carrière dans la marine. Une chose est sûre, le principal atout de Blel, c'est son architecture. Sur les hauteurs du village, au pied de la tour du Massadou, on peut admirer les principaux édifices du bourg qui racontent son histoire. Ah, la vue est magnifique. Je connaissais pas du tout ce point de vue. Ah oui, alors là, c'est vraiment une vue exceptionnelle parce que l'avantage, c'est que tu as tout Blel, tu vois tout Blel et surtout les monuments principaux. Alors pour Blel, il y a une petite particularité, il y a quelque chose de très simple à retenir. On parle d'église sans clocher et d'un clocher sans église. En fait, l'église abbatiale Saint-Pierre, le clocher avait été abattu à la Révolution française.
Et le clocher Saint-Martin, là, le clocher gothique que tu aperçois au milieu en face de toi, eh bien l'église elle sera détruite bien plus tard. Donc aujourd'hui il ne reste que le clocher. D'accord. Si on évoque donc l'église Saint-Pierre, c'était une abbaye de femmes. Donc là, c'était un monastère, un des plus anciens d'Auvergne, qui avait été fondé au IXe siècle. C'est en 880 exactement que l'abbesse Ermengarde, comtesse d'Auvergne, crée l'abbaye bénédictine Saint-Pierre. À partir de cette date, les abbesses de Blesle seront les seigneurs de la ville, une autorité que n'auront de cesse de contester les puissants barons de Mercœur, une famille bien implantée dans la région, allant jusqu'à dresser une tour, symbole de leur opposition. Étant donné que l'abbaye quand même était puissante, eh bien les seigneurs de Mercœur, c'était une convoitise pour eux, donc il y avait un enjeu derrière. Ils sont venus s'installer donc à Blesle, et là on a vraiment deux autorités qui se font face, et d'ailleurs qui vont se corréler tout au long du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on a les Mercœur d'un côté et l'abbaye Saint-Pierre de l'autre, avec l'abbesse qui se considérait comme le seigneur de Blesle. D'accord. Et au final, c'est qui a gagné ? Alors au final, c'est l'abbesse, hein, voilà. Donc c'était une ville gérée par des femmes finalement. Ah oui, quelque part, c'est tout à fait ça. Plus tard, du XVIe au XVIIIe siècle, les habitants de Blesle, exploitant l'eau de la Voireuse pour leurs ouvrages, se sont spécialisés dans les métiers de tissage et de tannage, contribuant à la prospérité du village. Plus au sud, le village de Sogg, lui, a fait sa réputation sur le commerce de la laine. La famille de Patrick lave cette fibre animale depuis 4 générations. Salut Patrick. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Alors la journée commence ici? Voilà, tout à fait. Tu vois, là, c'est l'arrivage de la laine qui vient d'être tendue. Donc, elle sort du mouton. Les éleveurs ont tendu la laine. L'ont mis, tu vois, dans ces balles de laine pour bien la protéger, pour pas qu'elle prenne la paille. Et puis, cette laine, elle va aller directement au lavage. D'accord. Et ici, on est où? Alors, ici, c'est notre stockage. Si tu veux, dans la saison, il n'y a qu'une tente dans l'année. Donc, on est obligé d'acheter la laine et de tout stocker pour avoir de la laine pour toute notre production pendant toute l'année. Chaque année, Patrick traite près de 30 tonnes de laine. Il faut dire que le petit village de Sogg accueille le 3e marché aux ovins de France. Alors, la laine Soggen a une particularité ou c'est pareil partout? Non, tout à fait. Après, chaque mouton, en fait, a une laine différente. En France, il y a à peu près 80 sortes de moutons et 80 laines différentes. Et avec chaque laine, on fait vraiment des produits différents. Ici à Sogg, on a la particularité d'avoir une laine qui convient très bien pour ce que je fais, c'est-à-dire les matelas. C'est-à-dire qu'il faut une laine très gonflante, nerveuse et avec assez de longueur. Et là, on peut voir sur une mèche de laine, tu vois, elle est assez longue, elle est frisée. La frisée va lui donner un peu du nerf pour éviter que ce soit une laine plate et de la longueur pour donner le gonflant au matelas. Oui, en fait, la production s'est adaptée à la laine locale. En fait. Voilà, tout à fait. Et je vois que c'est gras, mes doigts sont tout gras. Ça vient de quoi? C'est quand Alors là, c'est ce qu'on appelle le suin. En fait, c'est le mouton, c'est la transpiration, le gras du mouton. Et cette laine, tu vois à peu près, quand on va aller la laver, elle va perdre à peu près la moitié de son poids. C'est-à-dire sur 100 kg, il va nous rester que 50 kg de propre. Et on dit toison ou on dit laine à ce stade? Alors c'est une toison de laine, tu vois, tout ça c'est vraiment une toison de laine. D'accord. À l'intérieur de ce bâtiment qui ne paie pas de mine, Patrick possède une véritable pièce de collection. Des rouages, des engrenages, des bras mécaniques. Un balai d'acier étonnant rythmé par une musique automate. On dirait ces machines tout droit sorties du film Les temps modernes. Alors ces machines, elles datent de quelle époque? C'est début 1850 à 1900. Dans des machines très anciennes, mais qui fonctionnent très bien. D'accord. Et pourquoi tu ne veux pas moderniser? T'as quelque chose de particulier avec ces machines? Dans ma démarche, c'est garder un patrimoine. Pour moi, c'était très important, tu vois, de garder ces anciennes machines, ce savoir-faire. Tu vois, c'est vraiment avec des pignons, c'est vraiment à la sienne, sachant qu'on fait toujours du bon travail avec ce genre de machines. En tout cas, c'est très esthétique de voir. C'est très joli à voir avec des anciens roulements. Voilà, on est vraiment dans l'ancienne mécanique. Et au niveau du lavage, c'est fait avec quel genre de produit? Alors, c'est lavé en savon naturel, eau chaude.
tout est vraiment 100% naturel. Voilà. Et là, on est en France, le dernier, je dis bien le dernier en France, à avoir un lavage de laine. Les tumultueuses machines de Patrick perdent leur écho dans la tranquillité bucolique des paysages de l'arrière-pays de Brioude. Un territoire qui, à travers ses montagnes, ses châteaux et ses villages d'altitude, porte haut les couleurs de la Haute-Loire. Tout de suite, la musique